Le spectre du terrorisme hante l'Afrique. Le Mali, le Nigeria, l'Algérie, la Somalie, le Kenya ou l'Ouganda et d'autres pays du continent. Le développement des organisations terroristes et criminelles devient un problème de plus en plus urgent à résoudre pour les autorités africaines. Au moment où les enjeux de l'action terroriste deviennent de plus en plus importants, la situation semble paradoxale. D'une part, les moyens pour une politique antiterroriste et efficace et durable font défaut. Et d'autre part, les groupes criminels deviennent de plus en plus puissants et gagnent de l'influence au niveau des populations désespérées qui rêvent de lendemains meilleurs. L'Afrique est face à la menace terroriste. Triste réalité. Merci de nous suivre sur Espace TV. Je vous souhaite la bienvenue dans votre émission Les Grands Débatteurs. Aujourd'hui, le débat se déroule à l'Université Kofi Annan de Guinée. Il va falloir choisir 5 personnes pour les compétitions à l'externe. Le choix se fera par les membres du jury, évidemment. Vous verrez 10 candidats, 5 du camp affirmatif et 5 autres du camp négatif pour un seul thème. Les États africains sont suffisamment organisés pour répondre à la menace terroriste. Les grands débatteurs, nos élites s'expriment dans cette émission. Aujourd'hui, le débat se déroule à l'Université Kofi Annan de Guinée. Il va falloir choisir 5 personnes pour les compétitions à l'externe. Le choix se fera par les membres du jury, évidemment. Vous verrez 10 candidats, 5 du camp affirmatif et 5 autres du camp négatif pour un seul thème que voici. Les États africains sont suffisamment organisés pour répondre à la menace terroriste. Les États africains sont suffisamment organisés pour répondre à la menace terroriste. Les grands débatteurs, nos élites s'expriment dans cette émission. La phase débat débute maintenant sur Espace TV. Bonsoir. Assertion. Les États africains sont suffisamment organisés pour répondre à la menace terroriste. D'abord et avant tout, nous vous proposons une définition de la notion clé de cette assertion afin que soit dissipée toute zone d'ombre pouvant empêcher la réception de l'ensemble des arguments qui suivront. Le terrorisme. Ce terme est défini par le dictionnaire Petit-Larousse en sa page 1004 comme étant un ensemble d'actes de violence, attentats, prise d'otages, commis par une organisation pour créer un climat d'insécurité, exercer une haine à l'égard d'une communauté, d'un pays, d'un système, ou satisfaire tout simplement des besoins crapuleux. Le terrorisme est sans doute la menace la plus sérieuse à la sécurité ainsi qu'à la stabilité des États africains, notamment en savane sahélo-saharienne. Pour faire face à cette menace de nature sournoise, complexe, transnationale et évolutive, un certain nombre d'efforts et d'initiatives politiques, économiques et militaires ont été mis en œuvre par les États qui y sont confrontés. Ces efforts se sont accompagnés d'une coopération sous-régionale et internationale plus que nécessaire. Honorables membres du jury, mesdames et messieurs les invités, chers co-débatteurs, chers publics, tout au long de ces débats, notre tâche consistera à vous prouver, à travers des arguments illustrés, que les États africains sont suffisamment organisés pour répondre à la menace terroriste. Je vous remercie. Bonsoir. Assertion. Les États africains sont suffisamment organisés pour répondre à la menace du terrorisme. Nous, le camp affirmatif, nous disons non. Les États africains ne sont pas suffisamment organisés pour répondre à la menace du terrorisme. D'abord, nous allons définir les termes qui composent notre assertion: terrorisme et organisation. Selon le Conseil de sécurité des Nations Unies, le terrorisme est tout acte commis dans l'intention de causer la mort ou des blessures graves à des civils ou à des non-combattants, qui a pour objet, de par sa nature ou son contexte, d'intimider une
populations de contraindre un gouvernement ou une institution internationale à accomplir un acte ou à s'abstenir de le faire. Et quant à l'organisation, elle consiste à mettre de l'ordre dans un tout. Nous disons que c'est une erreur de croire que les États africains sont suffisamment organisés pour répondre à la menace du terrorisme, vu les actions menées par Boko Haram au Nigeria, les Ansardines au Mali, les Chebabs en Somalie. Et qu'en pensez-vous si l'Afrique est là encore avec des problèmes que l'Afrique doit régler sans parler du terrorisme? Le problème de l'autosuffisance alimentaire, le problème du sous-développement, le problème du chômage, le problème de l'insécurité. Mais, vous constatez tout ça? Est-ce que l'Afrique, avec toutes ces réalités, est prête réellement à être à l'attente du terrorisme? Nous disons non. Car une assertion nous dit qu'un sac vide ne peut jamais se tenir debout. En ces termes, nous disons, nous, le camp négatif, que l'Afrique n'est pas réellement organisée pour répondre à la menace du terrorisme. Merci. Tout à l'heure, en écoutant ma collègue co-débattrice, j'ai voulu applaudir. Mais seulement je me suis retenu. Et ça, vous allez le savoir pourquoi. Pour le Mahatma Gandhi, la force ne réside pas dans une capacité physique, mais dans la volonté indomptable. Et c'est cette volonté qu'exprimèrent le 30 janvier dernier les orateurs réunis dans le cadre de la conférence du 24e sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine. En effet, tous les orateurs s'exclamèrent « Non au terrorisme ». Ce qui a commencé un gang criminel retranché constitue aujourd'hui une sérieuse menace pour la paix du continent, lança la présidente de la Commission de l'Union africaine, Nkosazana Dlamini Zuma. Et pour le président zimbabwéen Robert Gabriel Mugabe, actuel président d'ailleurs en exercice de l'Union africaine, les États africains doivent s'unir pour lutter contre le terrorisme qui depuis 50 ans menace nos acquis. Alors pour lui, il est grand temps de l'éradiquer. Et prenant la parole, le président tunisien Béji Caïd Essebsi, dans la même lancée que ses prédécesseurs, dit « Les États africains doivent s'unir pour lutter contre le terrorisme de la même manière qu'ils s'étaient unis pour lutter contre la colonisation. » Alors, pour beaucoup d'observateurs politiques, beaucoup d'analystes politiques, ces déclarations sonnèrent comme une sorte de sémence, c'est-à-dire une sorte de mise en garde en prélude à une intervention qui va suivre. Et oui, c'est ce qui fut fait, car comme pour lier la parole à l'acte, les États africains ont, à l'issue de ce sommet, adopté le principe de la création d'une force multinationale mixte. Cette force, forte de 10 000 hommes, je dis bien 10 000 hommes, sera déployée le long du lac Tchad pour d'abord lutter contre les mouvements Boko Haram, ensuite les mouvements Ansardine, Moujao, Al-Mourabitoun et j'en passe. Cette force sera basée en N'Djamena, c'est la capitale tchadienne. Et à l'heure qu'il est, je vous rappelle, le projet déjà a été approuvé par le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine. Et à l'heure où je vous parle maintenant, là, dans l'espace Malik Condé, le projet est sur la table des Nations Unies, où on attend qu'une résolution, bien sûr, du Conseil de sécurité pour lancer les forces opérationnelles. Alors, chers co-débatteurs, franchement, cher public, n'est-ce pas là un signe de détermination des États africains afin de bouter hors de notre continent la menace terroriste? Méditons. Bonsoir. J'ai bien écouté l'intervention de mon cher co-débatteur qui a défendu avec brio ce qu'on lui a confié. Mais il a oublié que l'Union africaine est très bonne pour voter des résolutions qui ne sont jamais appliquées. Je cite par là Salomon Derso, analyste à l'ISS,
l'Institut de l'étude de sécurité qui affirme que l'Union africaine produit de longues déclarations qui ne sont ni appliquées ni suivies de faits. Alors, il nous parle de l'intervention des forces africaines en général. Dans le Mali, il a fallu l'intervention des puissances étrangères, ainsi aussi qu'en RDC. Donc, s'il vous plaît, j'aimerais dire à mon ami de le voir un peu à ce niveau-là. Donc, je parle de ce point. Pour nous, les pays africains ne sont pas suffisamment organisés pour faire face à la menace terroriste. Parce que certaines causes du terrorisme, comme la pauvreté, le chômage, l'analphabétisme, l'injustice sociale, les crises identitaires et communautaires sont ce qu'il y a de plus courant en Afrique. Donc, pour cela, selon la Banque mondiale, 47% des Africains vivent en dessous du seuil de pauvreté de 1,25 $ par jour. S'il vous plaît, mesdames et messieurs. Donc, pour enchérir, je citerai ici le rapport de Transparency International de 2014 qui dit clairement que l'Afrique subsaharienne comptabilise les pays les plus corrompus du monde. Il faut bien le reconnaître, mesdames et messieurs. L'Afrique est le continent le plus pauvre et le plus corrompu de la planète. Donc, de ce fait, on ne peut pas combattre le terrorisme sans moyens. Et les Africains sont pauvres. J'aimerais aussi citer ici les présidents Alassane Dramane Ouattara de la Côte d'Ivoire et Faure Gnassingbé du Togo, qui préconisaient le développement économique comme l'antidote au problème du terrorisme en Afrique. Mais voyons un peu la situation de la première puissance économique du pays qui est le Nigeria. 5e pays exportateur de pétrole. Le Nigeria aujourd'hui est en train de subir les assauts de Boko Haram. Et ça depuis des années. Alors, mesdames et messieurs, les divisions entre le nord et le sud du Nigeria sont immenses. Et ces divisions ont donné naissance à Boko Haram aujourd'hui. Donc, nous disons, tant que les acteurs de la classe politique africaine continueront à jouer de la corde du communautarisme, tant que dans certains pays, on va privilégier une population par rapport à une autre, l'Afrique ne sera jamais prête, sous aucun prétexte, à pouvoir être capable de tenir tête au terrorisme. Merci. Ok. Chers membres du jury, co-débatteurs, cher public, bonsoir. Quand j'entends parler de l'organisation africaine, j'ai le cœur en paix. J'ai le plaisir et le grand regret de parler de ça devant vous ce soir. Chers membres du jury, pour preuve que l'Afrique est bien organisée face à la menace terroriste, nous regardons aujourd'hui le groupe de contact international qui s'est réuni en Libye pour prendre des précautions face à une intervention militaire dans tous les pays africains. Chers débatteurs, chers co-débatteurs plutôt, chers membres du jury, n'est-ce pas une organisation? N'est-ce pas une organisation de la part de l'Afrique? En parlant de cette même organisation, le 16 décembre passé, nous avons assisté à la création d'un comité de liaison militaire né au Nigeria, une initiative prise par Jean-Yves, le ministre de la Défense française. N'est-ce pas une organisation, chers débatteurs? N'est-ce pas une organisation, chers amis? Alors arrêtez-moi ça. L'Afrique est bien organisée face à la menace terroriste. Au même moment que je vous parle dans cette salle Mali Condé, les troupes tchadiennes, les forces tchadiennes sont en train de mobiliser leurs forces pour combattre Boko Haram, plus particulièrement dans la localité Malam Fatori. N'est-ce pas une organisation de la part des pays africains? Oui, l'Afrique est organisée face à la menace terroriste. Au même moment que je vous parle, au même moment que je suis en train de m'exprimer devant ce cher public, devant ce charmant jury, nous voyons chaque jour les organisations africaines se réunir autour de l'UA pour prendre des précautions d'intervention autour des pays africains. Imaginez, chaque pays africain, dans sa révolution, dans sa plus grande initiative,
est aujourd'hui en train de mettre en place un code pénal qui sera exécuté dans tous les pays africains. Je vous remercie. Bonjour. Je voudrais juste dire avant de commencer qu'on ne lutte pas avec contre le terrorisme avec des mots, avec des sommets, avec des déclarations. On lutte contre le terrorisme avec des actes palpables. Étienne de la Boétie, poète français, en parlant des dictateurs, nous disait qu'ils ne sont grands parce que nous sommes à genoux. L'examen des différents services africains qui sont impliqués dans la lutte contre le terrorisme nous permet aisément de nous rendre compte que le terrorisme a le vent en poupe en Afrique parce que tout simplement les États africains sont dans une passivité latente et totale. Je commence par l'armée, qui est un maillot essentiel de la lutte contre le terrorisme. Quand nous voyons l'évolution des armées africaines ces dernières années, nous nous rendons aisément compte que ces armées n'ont pas connu une grande évolution. Elles sont anachroniques, complètement en inadéquation avec la menace réelle qui est le terrorisme. Les exemples pullulent, elles sont légion. Ensuite, quand nous partons sur le point toujours militaire, nous prenons l'exemple de l'armée nigériane qui a montré des carences en lutte contre insurrectionnelle flagrante, notamment lors de l'attentat de Chibok, où les terroristes se sont permis, avec des camions, en pleine journée, de kidnapper 140 jeunes filles. Jusqu'à présent, ces jeunes filles ne sont pas retrouvées. Est-ce que dans un pays suffisamment organisé, cela est possible, mesdames et messieurs? Au-delà de cet aspect militaire, il y a aussi un aspect très important, c'est l'aspect du renseignement. Voyons un peu l'organisation des services de renseignement africains. Ces services sont tout simplement inefficaces. Dans un pays, nous retrouvons plusieurs services qui sont sur le même terrain terrorisme avec des commandements différents. Nous prenons l'exemple du Nigeria, où il y a d'abord la direction générale de la documentation et du contre-espionnage, qui relève de la présidence. Il y a la direction du renseignement intérieur, qui relève de la police nationale. Il y a la direction nationale de l'analyse financière, qui s'occupe un peu de voir le financement du terrorisme, elle qui relève du ministère des Finances. Comment ces services peuvent travailler ensemble pour détecter et mettre hors état de nuire le terrorisme? Je vous dis tout simplement, c'est impensable, c'est impossible avec une telle désorganisation. Aussi, l'exemple du Kenya, où il y a eu récemment un attentat qui a coûté la vie à une centaine d'étudiants. Récemment, l'enquête publiée par le ministère de l'Intérieur nous montre clairement que des hauts responsables de la police avaient des renseignements qui seraient imminents. Mais qu'ont-ils fait? Rien. Plusieurs heures après le début de l'attentat, des journalistes étaient même présents avant les policiers. Est-ce que dans une telle désorganisation, nous pouvons parler d'une riposte adéquate face au terrorisme? Je dis tout simplement non. Merci beaucoup. Bonsoir. À entendre parler mon co-débatteur, j'espère qu'il n'y a pas de terroristes dans cette salle. Je crois que mon co-débatteur est d'accord avec moi que le terrorisme est un phénomène transnational qui touche tous les États. Les États-Unis d'Amérique, qui se trouvent être une hyperpuissance, n'ont pas été suffisamment capables de se mobiliser avec tout l'armada sécuritaire et tout l'arsenal militaire dont ils disposent pour lutter, pour se préserver contre les attentats du 11 septembre 2001. Alors, ce n'est pas nous, les États africains, les États en phase de développement, les États émergents, qui allons prétendre être suffisamment organisés pour lutter contre le terrorisme. Alors, la question qu'on devrait plutôt se poser, parce qu'aucun État n'est suffisamment organisé pour lutter contre le terrorisme, dire qu'ils sont suffisamment organisés est une aberration. La question que l'on devrait se poser plutôt, est-ce que les États africains ont une volonté, ont eu à mettre des actions en place pour éradiquer le phénomène terroriste en Afrique? En effet, suite aux attentats perpétrés contre les ambassades américaines en Tanzanie et au Kenya, la lumière a été mise sur la vulnérabilité du continent africain face au terrorisme. C'est pourquoi
lors de la session ordinaire de l'OUA, il a été adopté en 1999 la première convention d'Alger qui était mise en place, qui visait la lutte contre le terrorisme en Afrique. Ensuite, nous avons le protocole qui a été lancé pour mettre un mécanisme d'action en place pour essayer de lutter contre le terrorisme en Afrique. Mon co-débatteur vient de me dire qu'il ne suffit pas d'utiliser des mots pour lutter contre le terrorisme. Je vais lui dire qu'en sciences politiques, on nous dit il faut proposer, analyser et décider. Donc, pour essayer de lutter contre le terrorisme, il faut d'abord passer par une théorie et ensuite mettre cette théorie en action pour pouvoir lutter contre le terrorisme en Afrique. Je vous remercie. Bonsoir. J'aimerais dire à mes co-débatteurs de calmer leur tempérament. Car il y a un proverbe de chez moi qui dit que si la voix forte servait à quelque chose, l'âne se serait construit des palais. Le terrorisme est un phénomène transnational. Donc la riposte à cette menace doit faire l'objet d'une mutualisation des efforts des armées africaines. Cela n'est pas le cas. Il faut une coopération au vrai sens du terme. Il faut une vraie coopération. Et par coopération, nous entendons une détermination affichée des États dans la lutte commune de lutte contre le terrorisme. Et cela passe par la conjonction des efforts, par les patrouilles le long des frontières. Mais cela n'est pas le cas en Afrique. Les États africains n'ont pas les mêmes perceptions du terrorisme. Les États africains ne conjuguent pas les mêmes verbes face au terrorisme. L'exemple le plus parlant, c'est quoi? C'est que le 21 avril 2014, il y a eu en Algérie une conférence qui a mis en place le CEMOC, entendue par la comité d'état-major opérationnel conjoint. Et cette institution est mise en place dans le but de lutter contre ici le terrorisme au Mali. Mais hélas, qu'est-ce qu'ils ont pu faire pour le Mali? C'est après, il a fallu un coup de main de l'impérialisme pour libérer le nord du Mali. Le 7 octobre 2014, au Niger, à Niamey plus précisément, il y a eu une conférence qui s'accentuait sur l'opérationnalisation d'une force de lutte contre Boko Haram. Il s'agit du multinational Joint Task Force, créé depuis 1994, mais depuis tout ce temps-là, est resté dans un profond sommeil. Où est l'Afrique? Un rapport de l'Assemblée française du 5 mars 2012 concluait que, dans sa page 17, que la coopération régionale en Afrique, plus précisément au Sahel, est un processus difficile. Elle bute sur les faibles moyens des États dans la lutte contre le terrorisme et ensuite sur des méfiances historiques, culturelles et politiques, ainsi que d'inévitables rivalités territoriales et les craintes d'atteinte à la souveraineté nationale. Tous les États africains sont jaloux de leur souveraineté nationale. Et donc tous les États africains se méfient les uns des autres face au terrorisme. Alors qu'il y a un proverbe de chez moi qui dit « L'amitié dans le doute est synonyme d'hypocrisie et de lâcheté ». L'Union africaine, oui, l'Union africaine, la fameuse Union africaine. Bonsoir, cher public. Bonsoir, mes contradicteurs. Merci. Mais je veux rappeler à mon contradicteur que l'Afrique n'est pas un sac vide. Donc, l'Afrique n'est pas comparable à un sac vide. Ignorez cela. 5 jours après le lancement de l'opération Serval au Mali, notamment, le président tchadien Idriss Déby a fourni plus de 2400, je dis bien retenez, 2400 hommes pour apporter un soutien de force à cette MINUSMA
entendez par là la mission internationale de soutien au Mali pour combattre les terroristes qui sévissent en Afrique. 207 éléments de Boko Haram ont été assassinés par cette force tchadienne, réveillée dans un sommeil, lorsque ces islamites sont venus en pleine nuit à 4h, 5h GMT, réveiller ce bataillon. Voilà que des militaires engagés se réveilla avec des armes et tuaient 207 éléments de Boko Haram. N'est-ce pas là une force qui montre que l'Afrique est capable de bouder ce phénomène hors de ses frontières? Une preuve palpable nous rapporte Kwasi.com. Lorsque cette même force est venue agresser les Nigérians, je vous dis que c'est le président dessus qui n'avait pas la volonté. Mais le président nigérien qui a été élu tout récemment avait exprimé la volonté de combattre ces terroristes, oui ou non? Alors, mesdames et messieurs, ne vous leurrez pas la face, car l'Afrique a ses forces pour combattre cette menace terroriste. Et bientôt, nous serons convaincus que l'Afrique vivra bien dans sa peau, parce que l'Afrique est le berceau de l'humanité. Je vous remercie. Bonsoir. L'un de mes co-débatteurs vient d'affirmer tout à l'heure que l'Afrique est unie. Oui, c'est beau de l'entendre et on est unis. Mais est-ce que cette union est une réalité? Et si c'est une réalité, dites-moi où est cette union quand il y a des États africains qui refusent à d'autres États de traverser leurs frontières afin d'arrêter Boko Haram. Dites-moi où est cette union? Oui, dites-moi où est cette union quand nous attendons toujours l'action de l'Organisation des Nations Unies pour nous aider à combattre le terrorisme. Oui, s'il vous plaît, dites-moi où est cette union. Écoutez, certains diront que voilà, je suis fataliste, mais non, je suis réaliste. La réalité est telle que les États africains ne sont pas prêts à lutter contre le terrorisme. Prenons l'exemple sur le nord du Mali avec le MNLA. Qu'est-ce qui a été la cause principale du soulèvement là-bas? C'est l'inégalité sociale. Et qu'est-ce qui les a permis de manifester cette inégalité sociale? C'est la chute de Muammar el-Kadhafi et la porosité de nos différentes frontières. La porosité de nos différentes frontières qui permettent aux groupes terroristes de passer comme ils veulent, quand ils veulent à travers nos frontières. Oui, c'est beau de dire que l'Afrique est capable, mais moi je vous dis que là, tant qu'on est là à prôner l'injustice dans nos sociétés, nous ne pouvons affirmer que nous sommes prêts à lutter contre le terrorisme. Je vous remercie. Je suis tellement content de l'intervention de ma camarade que je suis tenté de l'applaudir. Mais hélas, non encore. Je vous rappelle que les États africains ne constituent pas ce qu'on appelle les États-Unis. Ce n'est pas une fédération, mes amis. Chaque État a sa souveraineté. Les constitutionnalistes vous diront ça. Et vous avez jeté l'opprobre sur l'intervention internationale. Est-ce qu'il faut rejeter l'intervention internationale parce qu'elle ne vient pas des États africains? Si cette intervention permet d'éliminer les sanctuaires terroristes, elle est la bienvenue. Mes chers, vous avez tantôt parlé de la division au Nigeria. Oui, le sud et le nord étaient divisés. Mais est-ce que c'est parce que les citoyens nigériens nous ont montré en sanctionnant aux urnes le président Goodluck Jonathan et en donnant leur voix pour le président, pour le nouveau président élu? Voilà, Bouhari, merci de me passer le mot. Pour le nouveau président Bouhari, c'est une sorte de sanction qu'ils ont infligée, puisque la souveraineté, M. Fansina Dune vous le dira, appartient au peuple et non à un homme. Je vous remercie. Mes co-débatteurs ont parlé des forces, des 10 000 éléments des forces déployées au Tchad pour lutter contre Boko Haram. Je voudrais d'abord
donné l'affirmation du président tchadien Idriss Déby Itno dans le journal français Le Point, qui affirme, je cite, que le constat que je peux faire de ces 2 mois de guerre, c'est que depuis le début de l'opération, nous n'avons pas eu de contact direct sur le terrain avec des éléments nigérians. Conséquence, les forces tchadiennes sont obligées de prendre des villes et d'en ressortir. Ce qui démontre flagramment que les forces tchadiennes sur le terrain n'ont pas réussi, ne collaborent pas parfaitement avec les forces nigérianes. Donc ça montre déjà que l'organisation, elle est déficiente complètement. Sur un autre terrain, ils ont aussi parlé de la collaboration interétatique de l'Union africaine. Moi, je voudrais d'abord ici fustiger une situation que l'Afrique a depuis longtemps adoptée. C'est quoi? C'est la sous-traitance sécuritaire et même sanitaire. L'Afrique laisse les autres défendre ses frontières. L'Afrique laisse les autres lutter pour elle contre le terrorisme. L'hebdomadaire Jeune Afrique, du 5 au 11 novembre, affirme que les soldats étrangers n'ont jamais été aussi nombreux en Afrique depuis les indépendants. L'hebdomadaire donne le chiffre de 21 000 soldats étrangers hors les opérations de maintien des Nations Unies. Ce qui fait que la France, qui était à 5 000 hommes en 2012, est maintenant à 9 000 hommes avec l'opération Barkhane. Est-ce que nous pouvons dire qu'un État suffisamment organisé peut laisser un autre État venir assurer sa sécurité? Je dis tout simplement non. Je vous remercie. Nelson Mandela a dit: je ne suis pas un héros, juste un homme ordinaire qui est devenu leader en fonction des circonstances. Je vous dis, chers co-débatteurs, qu'en fonction de la circonstance qu'est la menace terroriste, nous serons des héros. Nous l'avons prouvé dans l'histoire africaine. Lorsque personne n'y croyait, nous avons pu chercher les colons dans nos États. Nous avons pu défendre notre territoire. Alors, chers co-débatteurs, ne nous lairons pas la face. Avec la volonté, on peut déplacer des montagnes. Et c'est ce qu'a prouvé l'État kenyan, l'État tchadien, tout ce peuple qui combattent aujourd'hui dans la République du Mali, notamment dans la mission MINUSOM. Entendez par là, mission des Nations Unies pour le Somalie. Également, n'est-ce pas là une forme d'organisation? N'est-ce pas là une coopération intergouvernementale? On parle de souveraineté, c'est vrai. On ne va pas se leurrer. Chacun veut sa souveraineté. Mais ce peuple va s'unir contre le terrorisme. Ça, je vous assure et le rassure. Merci. Je vois bien, ma chère co-débatteur, continuer dans la voie cette contradiction. Mais il faut rappeler que il parle de l'ensemble des moyens que l'Afrique met en disposition pour lutter contre le terrorisme. Mais quels sont les résultats? Il parle de volonté, de pouvoir mettre, de volonté des pays africains, de pouvoir annihiler ce qui est aujourd'hui le terrorisme en Afrique. Mais j'aimerais le rappeler, la Convention d'Alger de 1999 sur la prévention et la lutte contre le terrorisme, qui n'a jusqu'à présent pas été appliquée de façon effective. Parce qu'un rapport de la Commission de l'Union africaine elle-même, datant de 2014, nous dit qu'il faut encore fournir des efforts pour rendre effective cette convention, qui constitue le cadre juridique du continent africain pour lutter contre le terrorisme. Si cette convention avait été appliquée, on n'aurait pas les problèmes, on serait épargné de différents problèmes qui gangrènent les pays africains pour la lutte contre le terrorisme. Parce que cette convention prévoit des coalitions ou un cadre juridique leur permettant de lutter contre le terrorisme. Alors, j'aimerais tout simplement dire à ma chère co-débatteur que la volonté des pays africains, elle est qu'apparente parce qu'elle n'est pas appliquée. Quels sont les résultats? Selon un article de RFI, il y a moins de 16 groupes armés en Afrique, seulement dans l'année 2013. Je vais citer entre autres le Moujao, le LRA, le Chebab au Mali et j'en passe. Merci.
Merci, mon cher contradicteur. Il vient d'annoncer tout à l'heure une faiblesse. Mais ce n'est pas une faiblesse, c'est une force. Les économistes savent ce qu'ils savent. Des millions ont été financés pour combattre ces terroristes. Pour des mesures de sécurité, j'ai recensé quelques chiffres pour vous. Ça montre déjà que l'Afrique a ses moyens financiers pour acheter toutes sortes d'armes du moins en Afrique même. Aujourd'hui, la Sud-Afrique a les hélicoptères qui peuvent rivaliser. Les hélicoptères américains, européens et asiatiques aussi. Je vous rappelle aussi que le chiffre est estimé à 460 millions de dollars, soit 340 millions d'euros. 8000 hommes ont été déployés par la CEDEAO. 8000 hommes, oui, 8000 hommes. Dont la Guinée a participé. Et c'est une fierté, oui ou non. La Guinée, à travers les ordres du professeur Alpha Condé, 140 hommes ont été emmenés pour combattre ces terroristes. La volonté réside dans vos cœurs. La volonté réside dans leur cœur. Merci. Une fois encore, je vous rappelle cette assertion de Gandhi qui nous dit: c'est pas bien, c'est bien dans l'effort qu'on retrouve la satisfaction et non dans la réussite. Une pleine, je dis bien, une pleine réussite est en plein effort car ça conduit à la victoire. Merci. Nous, du camp négatif, réaffirmons notre position sur la question de savoir que les États africains ne sont pas prêts à lutter contre le terrorisme. Considérant toutes les causes liées à la formation et l'expansion de ces groupes terroristes, qu'elles soient économiques, sociales, culturelles ou encore religieuses, en tenant compte des comportements de nos différents gouvernants, notamment dans la redistribution des richesses de l'État, sans oublier la faiblesse économique, mais aussi de celle de la qualité humaine et de la qualité logistique de nos troupes armées. Nous pouvons affirmer sans aucun risque de nous tromper que les États africains ne sont non seulement pas prêts à lutter contre le terrorisme, mais ils font tout pour permettre à ces groupes terroristes de progresser dans nos différents États. Ici, tout à l'heure, ils nous ont parlé de conventions et de traités en guise de réponse. Moi, je dirais à quoi servent ces conventions si elles ne sont pas appliquées? À rien, d'accord? On est là aujourd'hui, on veut lutter contre le terrorisme. Mais la lutte contre le terrorisme ne passe pas seulement par les armes. Il faut un changement moral, ça se passe dans la tête. C'est un changement psychologique. C'est pourquoi disait un penseur contemporain lors d'une interview sur Le Figaro du nom de Francis Ford que combattre le terrorisme ne passe pas seulement par les armes, mais il faut chercher où se trouve le manque de justice. Il va plus loin en affirmant que les États africains ne sont pas prêts, tout simplement parce que le fond du problème du terrorisme, c'est la pauvreté, c'est l'injustice, c'est l'inégalité sociale. Donc, il faut traiter le problème à la base. Et s'il y a des choses qui sont mises en place, et s'il y a des actions qu'on me les montre, parce que moi, tout ce que je vois aujourd'hui, ce sont des États africains qui prônent l'injustice et l'inégalité sociale. Je vous remercie. Les grands débatteurs, nos élites s'expriment. Les grands débatteurs. Première édition sur Espace TV, votre émission, Les grands débatteurs. Nous avons vu ces débatteurs à l'œuvre, chers téléspectateurs, mais aussi le public qui est là est très très chaleureux. On s'applaudit. Et nous appelons ici le président des membres du jury. Monsieur le président, on applaudit pour le président.
Alors, nous allons donc donner la parole au président du jury. Bonsoir, monsieur le président. Bonsoir, mademoiselle. Comment ça va? Ça va et chez vous? Ça va super bien. En tout cas, moi, je m'accroche. Et Dieu vous? merci alors. Ah, d'accord. Alors, monsieur le président, on sait que ce n'est pas facile de délibérer après une belle prestation des débatteurs de Kofi Annan. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire avant donc de donner les résultats? Ben, je vous remercie d'abord et je remercie votre radio et votre télévision. Oui. C'est une radio de jeunes. Nous vous félicitons et nous vous encourageons. Et nous sommes très contents de vous recevoir dans cette majestueuse salle Malik Condé de l'université Kofi Annan. Oui, monsieur le président, qui va se négliger? Par vous quand même. Hein? Bien, merci alors. Eh bien, à ces jeunes étudiants débatteurs, oui, je voudrais d'abord les féliciter parce qu'ils ont été choisis sur la base de leurs résultats. Oui. Mais ce n'est pas évident de parler devant un public. Il y a souvent l'émotion qui l'emporte sur ce qu'on a appris. Oui. Je pense qu'ils sont tous à la hauteur. Mais dans une compétition, il y a toujours des vainqueurs et des vaincus. Et je pense que c'est l'esprit de fair play qui doit l'emporter. Ceux qui vont l'emporter ici doivent être félicités par ceux qui ne seront pas retenus. Et c'est Kofi Annan qui gagne en définitive. C'est ce que je voudrais leur dire en dernier lieu. On applaudit pour Kofi Annan. Alors, monsieur le président, vous allez donc nous donner les résultats du débat avant de nous donner les noms des 5 personnes qui vont représenter votre université. Merci, madame. Bien. Mesdames et messieurs les invités, chers étudiants, le jury qui a été constitué pour délibérer par rapport à ce débat contradictoire initié par la radio et la télévision Espace à l'université Kofi Annan, après en avoir délibéré, a décidé de ce qui suit. Le camp affirmatif a obtenu un total de 134 points. Le camp affirmatif a 134 points. Excusez-moi, ça c'est pas le résultat. Oui. Le camp affirmatif a obtenu un total de 576 points. Le camp affirmatif, 576 points. Et une moyenne de 23. On applaudit pour le camp affirmatif. Sur un total de 115. Le camp négatif a obtenu 639 points. 639 points pour le camp négatif. Et la règle, c'est que nous divisons par le nombre de membres du jury. Oui. Cela divisé par 5 a donné 127,8, soit une moyenne de 25 points. Ce qui veut dire au total que dans ce débat, le jury a décidé à l'unanimité de ses membres que c'est le camp négatif qui l'a emporté. Le camp négatif remporte donc cette compétition à l'interne du côté de l'université Kofi Annan de Guinée. Chers téléspectateurs, monsieur le président, vous allez donc nous donner à l'instant les noms des 5 candidats qui vont représenter votre université. Bien, alors les candidats qui vont nous représenter se retrouvent dans les 2 camps parce qu'il y a eu des performances dans le camp des affirmatifs aussi. Et vous verrez que le jury a été vraiment pas du tout complaisant. Nous avons retenu ceux qui nous ont montré une très belle prestation ici. Vous avez en première position Hector Kotou-Guilavogui. Hector Kotou-Guilavogui, vous venez ici, monsieur Hector Kotou-Guilavogui, premier débatteur de l'université Kofi Annan de Guinée. Je rappelle que cet appel n'est pas fait par ordre de mérite, c'est par ordre
désignation. Ce n'est pas le premier, mais c'est le premier à être désigné. Parmi Merci les 5. de le préciser. Voilà. Il fait L2 droit, donc Hector. Le deuxième, c'est Mamadou Saïdou Bari. L2 journaliste. Mamadou Saïdou Bari. Mamadou Saïdou Bari, deuxième débatteur de l'université Kofi Annan. Le numéro 3, c'est Baldé Safiatou, L2. Baldé Safiatou. Baldé Safiatou. Le numéro 4, c'est Maxime Saben Dopavogui. Monsieur Maxime par là. Monsieur Maxime. Il est vraiment content, Monsieur Maxime, pour la caméra. Vous allez venir de ce côté-là. Monsieur Maxime, venez par là, par là. Merci. Le numéro 5, enfin. Et enfin. Enfin, attendez. Enfin. On attend d'abord. Monsieur le Président. Enfin. Ah, bon. Lui, il ne s'appelle pas enfin, hein? Bien. C'est Mamadou Alpha Diallo. Mamadou Alpha Diallo, retenu comme débatteur de l'université Kofi Annan de Guinée. Donc voilà les 5 sélectionnés de l'équipe de l'université Kofi Annan. Nous leur souhaitons bonne chance et nous exigeons d'eux qu'ils redoublent d'ardeur dans le travail pour bien nous représenter à l'externe. Je vous remercie. Merci. On applaudit. Merci à vous, Monsieur le Président. Vous pouvez regagner votre place. Arrêtez-vous à côté de moi. Venez par là. Oui, vous arrêtez. Je vais clôturer. Téléspectateurs d'Espace TV, voici donc les 5 débatteurs de l'université Kofi Annan qui vont représenter donc cette université pour les compétitions à l'interne. Qu'est-ce qu'on fait? On dit au revoir aux téléspectateurs. Au revoir et à bientôt.